Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur le film qui est sorti il y a pas très longtemps et qui a fait grand bruit, que beaucoup de gens attendaient, que beaucoup de gens adorent et d'autres détestent, à savoir donc le Napoléon de Ridley Scott. Donc moi, déjà, je vais vous expliquer un petit peu mon rapport à Napoléon, faire un petit repère, un petit retour historique sur le personnage et revenir évidemment sur le film. Puis comme d'habitude, ça va un petit peu se croiser. Donc moi, par rapport à Napoléon, j'ai une position très simple, c'est que je suis quelqu'un qui est, comme je l'ai toujours dit sur ma chaîne, assez fasciné par l'histoire et aussi par les grandes figures historiques et héroïques, principalement du monde traditionnel, de la tradition primordiale, de la tradition dégradée, voire de la modernité. D'ailleurs, Napoléon, c'est une espèce d'ailleurs de dialectique entre la modernité et une certaine forme de tradition. Donc pareil, ça j'en parlerai. Et donc et j'adore les grandes figures, etc., historiques ou cinématographiques, etc. Donc moi, j'ai toujours eu cette fibre depuis l'enfance qui m'a été transmise par mes parents et mes grands-parents, surtout par mon grand-père qui était passionné d'histoire et qui m'a transmis quand même les grandes figures et un certain amour pour l'histoire de France et pour ses incarnations. Donc Napoléon, c'est pas forcément la figure qui me fascine le plus si on part de la longue histoire de France. Moi, je suis beaucoup plus fasciné le personnage les quelques personnages qui me fascinent le plus, c'est plutôt des héros d'ailleurs, plus que des chefs d'État. C'est-à-dire c'est plus la chanson de Roland de Roncevaux, Jeanne d'Arc, Vercingétorix, même si Vercingétorix c'est pas encore vraiment la France, mais c'est les prémices, les Celtes, etc. Bon, ça fait quand même partie de l'histoire de France, qui était à la fois un chef et en même temps un héros, donc il y a quand même ce côté-là aussi. Mais par exemple dans l'histoire de France, moi je suis fasciné par exemple par Saint-Louis, par Louis X qui est une figure très importante et par toutes les grandes figures que sont Clovis, Charlemagne, jusqu'à Napoléon et De Gaulle. Mais en fait, voilà, je suis pas forcément fasciné par tous les chefs d'État, ils ont bien évidemment tous leurs aspects héroïques, mais ils ont aussi tous leur noirceur et tout, et donc ils sont très intéressants à ce niveau-là. Donc moi, pour vous parler un petit peu du film, je viens un petit peu aussi sur mes attentes. Et moi, Napoléon, ça fait partie comme ça des grands mythes français et de l'histoire de France. Et moi, ça me fascine assez. Et je lis pas mal de bouquins sur Napoléon. Et c'est vrai que c'est une des dernières grandes figures historiques françaises. Et même De Gaulle est tout petit par rapport à Napoléon. Il y aura un petit sursaut du substrat historique français avec De Gaulle, mais c'est rien par rapport à Napoléon. Napoléon, ça va vraiment être le dernier grand moment on va dire de la brillance de l'histoire de France, la brillance historique de l'histoire de France. Donc en fait, voilà un petit peu comment je me situe par rapport au personnage. Donc plutôt fasciné, moi, par ces grandes figures historiques. Alors pour revenir un petit peu à Napoléon en soi, ce qui est assez fascinant dans le personnage, c'est que c'est un personnage qui est parti de rien, si l'on peut dire. Hein. C'est un espèce de, il est né en Corse. Il a fait l'école militaire. Il a été considéré un petit peu comme un immigré, hein, puisqu'il a fait ça il a fait ce service militaire et ses classes dans l'armée au niveau du continent français. Et il était très souvent moqué, voilà, il parlait pas très bien français, voire pas du tout, je crois, au tout départ. Donc c'est vraiment le parcours d'un petit bonhomme qui vient d'une petite île à côté de la France et qui fait partie de la France, mais qui n'en fait pas vraiment partie en même temps et qui s'est hissé maître du monde à une certaine époque. Donc moi c'est un type de parcours que j'aime beaucoup, venant d'un endroit paumé, tous ces parcours-là, comme j'ai dit, qu'ils soient historiques ou cinématographiques, ça me fascine plutôt pas mal. Donc
petit bonhomme qui part de rien et qui devient une grande figure de l'histoire de France, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui me fascine. Pour la petite anecdote, j'étais allé en Corse, j'avais fait un voyage en Corse spécialement. Alors je voulais voir la Corse bien évidemment, mais je l'avais fait spécialement à Ajaccio pour voir un petit peu les endroits où a grandi Napoléon. Je suis allé visiter là vraiment sa maison d'enfance, et puis surtout, évidemment, il y a les statues de partout de Napoléon à Ajaccio, mais il y a la grande statue de Napoléon qui a été construite au-dessus de la grotte où il jouait quand il était gamin, qui avait une magnifique vue sur la mer, et où il s'imaginait comme ça, où il rêvait d'un destin glorieux quand il était plus jeune, et où il jouait avec ses camarades, et où ensuite il s'est passé tout un tas de choses historiques dont je me souviens plus trop, hein. J'ai pas totalement révisé mes fiches pour l'émission, mais en gros, ce qui était intéressant, c'était d'aller vraiment sur les lieux, hein, où les choses se sont passées. Ça, j'adore faire ça. Et puis il y avait une espèce comme ça de lien presque religieux, voilà, c'est un endroit très particulier qui est rempli d'énergie et d'émotions. Voilà, c'est particulier quoi, d'aller vers un endroit où ce petit gamin jouait comme ça dans sa grotte avec ses copains, et puis finalement 200 ans plus tard, une énorme statue de lui est construite sur cette même grotte, et il est admiré, du moins par les passionnés d'histoire dans le monde entier. Et il est connu dans le monde entier. Donc c'est des types de parcours qui me fascinent vraiment. Comme je l'ai toujours dit, hein, moi, l'endroit d'où je venais, et puis cet appel à l'aventure que j'ai toujours eu. Voilà, vous connaissez un petit peu le parcours. Je suis assez fasciné par ce type de parcours. Donc j'ai plutôt du respect par rapport à ça. Alors ensuite, il a fait ses classes, il est devenu général, puis ensuite premier consul, et puis ensuite empereur. Alors ce qui est très intéressant avec Napoléon, c'est vrai que c'est cette dimension, faut vraiment le mettre aussi dans le contexte de la Révolution. C'est vraiment un enfant de la Révolution, et qui en même temps a fait ses classes dans des milieux plutôt traditionnels, et qui en même temps va immerger comme ça de la Révolution française, donc qui est une brisure, hein, comme chacun sait, qui est quelque chose qui casse totalement la société tripartite et l'ancien régime pour amener à autre chose. Et d'ailleurs qui va s'appeler la République, et cette République va sans arrêt bugger et va sans arrêt à travers l'histoire, nous faire comprendre que ça fonctionne très rarement, et notamment au niveau du peuple français, qui appelle systématiquement comme ça un roi, en fait, de manière inconsciente. Donc par tout un tas de circonstances historiques que je vais pas balancer ici, voilà, je vous invite à vous renseigner sur le personnage et à lire des bouquins sur Napoléon, hein, qu'ils soient pour ou contre d'ailleurs, pour dialectiser et pour comprendre et pour faire la synthèse. Il va y avoir un tas de circonstances où en fait Napoléon va devoir devenir empereur, pour tout un tas de raisons politiques, religieuses. C'est la fracture entre la République et l'Ancien Régime qui va toujours coexister dans l'histoire de la République, hein, depuis 200 ans. Même De Gaulle lui-même était une sorte d'incarnation quasi monarchique, appelée par les Français, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est que Napoléon va prendre le pouvoir de manière un petit peu, à un moment, il va y avoir des coups d'État et tout ça, mais la France va aussi le rappeler, le peuple va aussi le rappeler, va l'aimer, etc. Donc c'est toujours très particulier. Donc c'est cette espèce de dichotomie entre cette incarnation d'un monde républicain moderne, mais qui est tiraillé dans le monde de la tradition. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Et puis voilà. Et puis c'est quelqu'un qui va aussi instaurer le code civil, et qui va en fait être le père de la France qu'on connaît, hein, plus ou moins, par rapport à l'égalité des citoyens, tout ça, etc. Bon, pareil, hein, je vais pas revenir non plus là-dessus. Et puis évidemment la noirceur un petit peu de son personnage, c'était l'esclavagiste, le misogyne. Mais bon, à l'époque, enfin c'est un procès un peu malhonnête, parce que à l'époque tout le monde l'était. En réalité, il faut toujours recontextualiser, hein, les époques et les personnages à l'époque où ils ont vécu, sinon on peut pas opposer notre morale et notre éthique de maintenant et la poser sur des régimes ou sur des sociétés anciennes. Ça n'a absolument aucun sens, hein. C'est comme si on disait que
que Napoléon était fasciste, j'entends Napoléon était fasciste ou nazi, mais ça n'existait pas encore à l'époque, c'était un autre monde, c'était une autre manière, les hommes n'avaient pas les mêmes rapports sociaux, historiques, etc. Donc c'est un peu con en fait d'apposer nos modes de pensée contemporains ou de faire des espèces de sauts dans le temps, parce que c'est assez idiot, parce que ça n'a pas grand sens en réalité si on veut vraiment comprendre le personnage à l'époque où il a vécu. Donc il y a du bon et du mauvais, comme j'ai dit, voilà, dans le personnage. Et voilà, ce qui va être pour moi le plus mauvais, en fait, de manière très personnelle, c'est qu'il va y avoir 25 ans de guerre atroce en Europe, mais qui n'est pas, pareil, encore une fois, c'est pas comme ça une envie à la base tyrannique d'aller détruire l'Europe. Et il y a évidemment ce côté pas tyran, mais le côté refaire en fait Rome et refaire l'empire romain à travers cette espèce d'action mégalo qu'il va avoir. Mais à la base, ça part pas vraiment de ça. C'est-à-dire que la République a émergé. Tous les pays autour qui étaient des monarchies voyaient ça d'un très mauvais œil, et ça a créé plein de jalousie, d'affrontements. Et à la base, il était plutôt attaqué, et ensuite il a contre-attaqué. Et après, il est parti dans un truc, il est parti beaucoup trop loin dans ses envies de conquête et comme ça d'étalement du territoire et de refaire un empire en fait. C'est plutôt ça qu'il faut voir plutôt que c'est toujours des processus historiques compliqués, mais encore une fois je vous invite vraiment à vous pencher dessus, et sur les bouquins c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, c'est souvent, en fait, ce qui va déterminer toutes ces guerres, ces 25 ans de guerre, que moi je trouve dégueulasse, parce qu'il va vraiment amener des millions et des millions et des millions de jeunes soldats à la mort. Hein, ça va être vraiment terrible à ce niveau-là. Ça va être des années de guerre pour en fait, si on résume, hein, c'est très résumé, mais ça va surtout être l'opposition absolue entre ce qui est toujours le cas aujourd'hui et ce qui est un peu notre ennemi héréditaire au niveau politique et historique, qui est l'Angleterre. Et ça va être en fait une guerre larvée et avec des alliances et des contre-alliances en fait avec l'Angleterre. Donc il va être même les guerres qu'il va faire avec la Russie, avec les royaumes autour, la Belgique, de Austerlitz à Waterloo, ça va toujours être en fait cette opposition France-Angleterre, et l'Angleterre va finir par gagner à Waterloo. Et en fait ça va être vraiment le dernier moment. C'est donc 1815, ça va être en fait le dernier moment où la France va être une puissance mondiale, parce qu'après ça, en fait, la France sera toujours soumise plus ou moins au royaume anglais, puis ensuite américain, et ça sera toujours une puissance secondaire, alors qu'en fait à l'époque elle était la puissance, c'était le plus grand pays du monde, c'était une puissance mondiale, la France, et elle s'est fait bien évidemment détruite, enfin en tout cas asservie par l'Angleterre, mais c'était tout à fait logique puisque l'Angleterre avait plus de moyens, plus d'argent, etc. Donc de toute façon, si Napoléon avait pas perdu, s'il avait gagné à Waterloo, il aurait perdu plus loin. Il pouvait pas aller plus loin. Et d'ailleurs, moi c'est un peu ce que je lui reprochais, c'était cet absolu de croire que la France allait pouvoir dominer le monde, alors qu'en fait, les moyens qu'avait la France n'étaient pas à la hauteur. C'était en fait le rêve d'un homme, mais qui, je pense, était beaucoup trop gros par rapport à ses ambitions. Et c'est ça la grande tragédie de Napoléon, selon moi. C'est vraiment ça. Mais de toute façon, il pouvait pas faire autre chose que perdre face aux Anglais. Les Anglais avaient vraiment, avec eux, les moyens techniques, l'argent, etc. Donc c'était évident que l'Angleterre allait finir par gagner. Et donc, voilà. Donc moi, c'est un petit peu, je vous ai fait ce long, voilà, c'est cette remise en perspective de mon rapport à Napoléon en vous dressant comme ça quelques dates prises au hasard. J'ai vraiment survolé de chez survolé, hein. Je vous invite vraiment à lire des bouquins. Je vous invite aussi à voir le magnifique film d'Abel Gance, hein, qui est sorti à l'époque du cinéma muet, qui est magnifique, qui dure 4 ou 5 heures, qui est une fresque sur Napoléon, qui est l'un des meilleurs trucs que j'ai vu sur Napoléon. Moi j'aime beaucoup la série avec Christian Clavier, qui a été beaucoup critiquée, mais moi j'ai grandi avec cette série quand j'étais gamin, donc moi je me réfère
souvent à ça. À mon époque, dans les années 90-2000, il y avait beaucoup de séries ou de mini-séries qui reprenaient comme ça des grandes épopées des grands héros ou chefs d'État de l'histoire de France. Il y avait Charlemagne aussi quand j'étais petit, tout ça. Donc c'était notre première manière comme ça de nous introduire dans tous ces récits historiques. Et puis, ben après, je vais vous parler un petit peu de ce que je pense du film. Et malheureusement, le film va pas être aussi, parce que je pense du film va pas être aussi intéressant que ce que je vous ai dit avant. Et je pense qu'il mérite pas tellement qu'on s'y attarde, puisqu'en fait, je vais casser le truc. Le film est assez nul, en fait je l'ai trouvé assez mauvais. Alors magnifique décor, magnifique musique, magnifique les acteurs sont magnifiques, tout est au niveau de la production design, au niveau de l'envie de faire une fresque, un machin, au niveau de ce que voilà, le Joaquin Phoenix incarne Napoléon dès la première scène où il rentre comme ça dans le champ, je le trouve très bon, mais j'ai trouvé le film gris, terne, chiant, mais à mourir, mais vraiment à mourir. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré tout ce que je vous ai dit avant sur le processus historique de pourquoi Napoléon a modernisé la France avec le Code civil, les choses de bien qu'il a faites et les choses de pas bien, tout ce processus avec les guerres, sa bataille avec l'Angleterre, tout ça, ça aurait pu être très intéressant si ça avait été vraiment porté à l'écran. Donc pour moi, même quelqu'un qui est fan de Napoléon, je suis même pas sûr je suis même pas sûr qu'il trouve son compte en fait, parce que il y a pas tellement toutes ces grandes tous ces grands points comme ça abordés dans sa vie, c'est pas très intéressant. Le film se focalise beaucoup sur son rapport avec Joséphine, ok, il y a même d'ailleurs des scènes qui sont très bien, mais globalement, j'ai été emporté ni émotionnellement, je me suis vraiment presque endormi quoi au milieu du film. Alors encore une fois, j'ai trouvé le film très beau, magnifique, la reconstitution, tout était bien, les décors, les figurants, j'ai trouvé les scènes de bataille très belles, très intéressantes, mais ça aurait été intéressant de nous apporter un point de vue par rapport au personnage. Il n'y a pas de point de vue. Alors après, on sait que c'est une version beaucoup plus courte, qu'il y aura la version longue, que j'ai pas forcément envie de voir, je vous avoue. Mais peut-être qu'elle sera effectivement mieux, un petit peu à l'image de Kingdom of Heaven, voilà, qui est la version longue est mieux que la version courte. Même si moi j'aime aussi la version courte. Là, j'ai pas du tout aimé la version courte de Napoléon. Du coup, je suis assez sceptique pour la suite. Et je me dis, est-ce que je vais aller voir cette version longue? Ça, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vous dis simplement, regardez-le, allez le voir si vous êtes fasciné, parce que moi, j'attendais beaucoup le film, hein, étant donné que je suis fasciné par toutes les grandes figures comme ça de l'histoire de France, comme j'ai dit, et on a tellement plus le droit de faire ce type de film en France aujourd'hui que les Américains le font, allons-y quand même, ça fait chier mais allons-y. Moi j'aurais préféré que ça soit des Français qui aient les moyens de faire ça, d'aborder leur histoire et justement d'avoir ce point de vue équilibré et dialectique entre ce qu'il a fait de bien pour le pays, ce qu'il a fait de mal, toutes les subtilités du personnage, du caractère, de ce qu'il a fait, c'est fascinant. Moi j'aurais plutôt vu d'ailleurs ça comme une espèce de fresque un peu de gangster, presque un peu à la Scarface, quelque chose d'un mec qui part de rien et puis qui monte les échelons et qui devient le maître du monde. Il y avait un truc formidable à faire au niveau épique, au niveau de l'intensité, au niveau de plein de choses. Il y avait des choses formidables. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Alors moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas un immense fan de Ridley Scott à la base. Donc moi j'avais pas forcément d'attente du film, et d'ailleurs j'avais pas à aller voir le film pour Ridley Scott, ni pour Joaquin Phoenix et tout ça, ni pour que ce soit, parce que c'était les Américains, ça aurait été des Russes ou des Chinois, je serais allé le voir quand même, mais c'est la figure de Napoléon qui m'a fait que j'avais envie de voir le film, et j'ai été encore beaucoup plus déçu, parce que voilà, donc voilà, moi Ridley Scott, j'ai pas grand chose à dire sur lui, je le connais pas plus que ça, j'étais beaucoup plus fan de son frère, j'ai évidemment aimé Blade Runner, Alien, et comme tout le monde, je suis pas un inconditionnel de Gladiator comparé à beaucoup de mes amis, moi c'est un film que j'aime beaucoup, dans son état d'esprit, dans plein de choses, etc. Donc, mais je suis pas dithyrambique face à Gladiator non plus. Donc moi voilà, j'ai toujours un peu ce rapport de froideur, cette distance. Je trouve qu'il est très froid, très distant. C'est l'anti-Mel Gibson pour moi, Ridley Scott. Des fois on a tendance un peu à les comparer, même si moi je trouve qu'ils font pas du tout le même type de film, mais en tout cas en reprenant comme ça des figures historiques avec un côté épique et héroïque. Donc, mais en fait, non, moi je trouve que Mel Gibson va beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus épique, héroïque, et beaucoup plus profond et énergique et énergétique et tout ça. Il est beaucoup plus, et ça raconte quelque chose de beaucoup plus puissant que Ridley Scott, je trouve. Donc, non, rematez-vous Braveheart plutôt que Napoléon là. Mais allez le voir quand même par curiosité.
au cinéma, parce que c'est rare qu'un ce type de film sorte sur Napoléon aujourd'hui dans une production aussi grosse. Mais à part ça, enfin si vous êtes, voilà, je vous le conseille si vous êtes très fan de Napoléon comme moi et que vous êtes voilà, vous allez être intéressé, vous allez trouver des petites choses à droite à gauche comme ça que vous allez pouvoir gratter et vous allez trouver votre compte. Mais en tant que film, non, en tant que film, j'ai pas été convaincu du tout. Et à part évidemment, je vous dis comme quelques scènes de bataille, quelques échanges, voilà, quelques trucs par-ci par-là, mais globalement plutôt déçu. Donc lisez plutôt les bouquins sur Napoléon et intéressez-vous plutôt à la vie de Napoléon plus qu'à ce film, qui est franchement pas super intéressant, même si ça fait toujours plaisir qu'il y ait un film comme ça qui sortent. En tout cas, voilà, je vous remercie. J'ai été très long, je m'en excuse. Allez voir quand même le film si vous voulez donner une chance et plongez-vous dans la vie de Napoléon. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt et vive l'empereur.